Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'émission L'Arche de l'Histoire. Cette semaine, nous allons évoquer une personne importante, une grande figure du monde intellectuel, culturel et littéraire du monde français du XXIe siècle, à savoir Georges Bernanos, l'écrivain qui est décédé en 1948, assez jeune malgré tout, à l'âge de 60 ans, puisqu'il est né en 1888. Il est né à Paris, dans le 9e arrondissement, et il est mort à Neuilly-sur-Seine, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, où il est décédé d'un cancer du foie, comme son père avant lui, qui avait été atteint de la même maladie. Bernanos est un de nos grands écrivains catholiques du XXe siècle, avec d'autres noms, comme notamment Paul Claudel, qui a été son contemporain et avec lequel il a pu avoir aussi une correspondance épistolaire. Georges Bernanos est un écrivain majeur du XXe siècle, et surtout ce qui est intéressant chez cette personne, c'est que il a un véritable style, ses romans et ses pamphlets sont reconnaissables parmi les autres. Alors c'est un style qui peut plaire ou qui peut au contraire déplaire, mais en tout cas il a un style extrêmement marqué, il a une plume assez acerbe et acérée, un style clair mais d'une grande violence parfois lorsqu'il s'agit de s'en prendre à certaines personnes ou à certaines idées. Et en même temps c'est également un catholique profond, convaincu, spirituel, et l'ensemble de ses œuvres est marqué par sa foi et par l'interrogation qu'il porte sur la foi. On peut citer son premier roman, premier grand roman publié, celui qu'il a véritablement lancé et qu'il a fait connaître, Sous le soleil de Satan, qui a paru en 1926. Il y a l'ouvrage Le journal d'un curé de campagne, qui a été mis en scène au cinéma à plusieurs reprises, le journal d'un curé de campagne qui a paru en 1936. Et puis on peut citer parmi ses autres livres La France contre les robots, qui est un ouvrage posthume puisqu'il a paru en 1949, ouvrage dans lequel il s'en prend au monde moderne et surtout à l'idée que le monde moderne serait écrasé par la technique, écrasé par l'industrie. Parmi d'autres de ces ouvrages, il y a La grande peur des bien-pensants, et puis également Les grands cimetières sous la lune, qui est là un pamphlet à charge sur la guerre d'Espagne et contre les crimes commis pendant la guerre d'Espagne. Ces 4 ouvrages sont 4 ouvrages majeurs, il y en a d'autres, mais ce sont parmi les plus connus, parmi les plus lus, et il faut également citer ce livre qui lui a été mis en musique, à savoir Le dialogue des Carmélites, qui a été réalisé à partir de nouvelles de Gertrude van le Fort, qui est un écrivain catholique allemand, et qui a été mis en scène sous forme d'un opéra par Francis Poulenc. On voit donc une œuvre riche, toujours tournée vers les mots, vers la littérature, vers l'écriture, mais une œuvre dans laquelle il a pu aborder des thèmes assez variés, aussi bien des thèmes historiques, comme le dialogue des Carmélites, que une interrogation sur le monde moderne, comme Sous le soleil de Satan, ou La France contre les robots, mais à chaque fois, il y a une véritable interrogation sur la foi, sur la notion de grâce, de péché, de rédemption, et également sur l'homme confronté à des défis, confronté à des tourments intérieurs, et c'est un écrivain qui n'a jamais caché le fait d'être catholique, qu'il a revendiqué fortement. C'est un point sur lequel il a été véritablement fixe. Il y a d'autres points sur lesquels il a pu varier dans ses amitiés, dans sa pensée, dans ses opinions, mais en tout cas sur sa foi, il n'a pas varié et il en a fait son style, il en a fait un des ferments de son œuvre. Alors je vous propose de voyager à travers la vie de Bernanos. Vous allez voir que c'est une vie passionnante, car Bernanos est un homme qui a énormément voyagé, qui a vécu dans plusieurs pays différents, et puis c'est un homme aussi extrêmement complexe. Alors je vous écris sa biographie en quelques mots pour pouvoir le situer. Bernanos est donc né en 1888, donc dans la dernière période du XIXe siècle, et il est né d'un père qui est d'origine lorraine, d'une mère qui est d'origine berrichonne, et lui-même a passé une grande partie de son enfance à Paris.
Ensuite, il s'installe en Artois, où il passe sa jeunesse, dans la ville de Fressin, en Artois, où là, il fait ses études au collège, et il est profondément marqué par cette région du nord de la France, par l'Artois. Il a longtemps donc vécu à Fressin, qui est proche d'Azincourt, l'endroit où il y a eu la grande bataille de la guerre de Cent Ans contre les Anglais. Et Bernanos est également un homme qui a beaucoup voyagé. Il s'est marié en 1917, avec une jeune femme qui s'appelle Jeanne Talbert d'Arc et qui est une très lointaine descendante d'un frère de Jeanne d'Arc. Alors, grâce à son épouse, il a retrouvé un petit peu tout le sens de ses racines lorraines et il a pu aussi s'identifier à Jeanne d'Arc s'identifier, en tout cas avoir une grande admiration pour Jeanne d'Arc. De ce mariage sont nés 6 enfants. 6 enfants qu'il a fallu nourrir et qu'il a fallu éduquer. Et comme Bernanos se consacre aux lettres, eh bien, qu'il est journaliste, il écrit des articles pour différents journaux. C'est un métier qui ne peut pas toujours le faire vivre et donc il doit se livrer à d'autres métiers. Il va notamment être commerçant, représentant de commerce, avant de connaître l'immense succès de l'année 1926 avec la publication de Sous le soleil de Satan. Et la publication de cet ouvrage lui permet de vivre de sa plume et de vivre de manière assez confortable. Je continue à évoquer les voyages de Bernanos, parce que vous allez voir que c'est important pour son œuvre. C'est un homme qui est assez itinérant. Dans sa vie, il a déménagé 30 fois. Or, comme il est mort à 60 ans, ça veut donc dire qu'il reste en moyenne 2 ans au même endroit. C'est un grand voyageur. Pour des raisons, à la fois parce que cela lui plaît, mais aussi pour des raisons de santé. En effet, son épouse est de santé assez fragile et donc il va beaucoup déménager pour trouver des endroits où elle peut vivre de manière agréable, notamment pour des questions climatiques. Et puis, il déménage aussi beaucoup pour des questions financières. Il se rend notamment à 2 reprises où il va vivre dans un pays étranger. Tout d'abord, Majorque. Il s'installe au Baléares en 1934. Et là, c'est d'ailleurs à Majorque qu'il écrit le journal d'un curé de campagne. Et c'est aussi depuis Majorque, depuis les Baléares, où il assiste à la guerre d'Espagne directement, puisqu'il voit les combats qui se déroulent au Baléares, même s'il n'est pas dans la péninsule ibérique. Et c'est cette guerre d'Espagne qu'il côtoie au plus près, même s'il est à la périphérie de la guerre, il est quand même dans la guerre. C'est cette guerre d'Espagne qui le révolte, notamment les massacres qui sont commis dans la guerre d'Espagne, le phénomène de répression continuelle et puis d'action de répression, de vengeance dans les 2 camps, que ce soit le camp républicain ou le camp franquiste, qui l'amène à écrire Les grands cimetières sous la lune, où il s'en prend violemment à la répression menée par les franquistes et également au soutien de la hiérarchie épiscopale à cette répression. Après son retour en France, après la guerre d'Espagne, il part pour un autre pays. Cette fois-ci, il va aller beaucoup plus loin, puisqu'il s'en va au Brésil. Il s'en va au Brésil, il quitte le Brésil en 1938, et il part au Brésil, en fait, après les accords de Munich. En effet, il a une grande honte vis-à-vis des accords de Munich. Donc, les accords de Munich, ce sont des accords signés en 1938 entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Et lors de cette conférence qui s'est tenue à Munich en 1938, la France et l'Angleterre se sont couchés devant Hitler et lui accordent le droit d'annexer l'Autriche, ce qui était interdit par le traité de Versailles de 1919. Or, Bernanos est profondément choqué de voir que les démocraties se sont pliées à la volonté des régimes totalitaires, et donc il part au Brésil. Il craint aussi une guerre, il s'exile, et il va passer plusieurs années au Brésil. Il ne rentre qu'après la fin de la guerre. Au Brésil, il s'installe à Rio de Janeiro et il va côtoyer beaucoup de personnes en exil. Il y a de nombreux écrivains qui ont fui l'Europe, notamment des écrivains juifs, et il rencontre notamment Stefan Zweig, qui a fui aussi au Brésil avec son épouse. Stefan Zweig, qui est ce grand écrivain autrichien de la première partie du XXe siècle, se suicide au Brésil et Bernanos l'a côtoyé, il l'a invité quelques jours avant son suicide. Ensuite, il revient en France après la Deuxième Guerre mondiale et en fait, il a passé peu de temps en France puisqu'il décède peu de temps après la guerre en 1948.
On voit donc que Bernanos est un grand voyageur, de manière temporelle, il voyage beaucoup dans la durée, et pas simplement dans une période de sa vie, et c'est aussi un grand voyageur à travers les lieux, ce qui lui permet d'ailleurs de connaître des pays très variés. Les voyages sont quand même rares à l'époque, et ça lui permet donc d'avoir une expérience humaine beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde, expérience humaine que l'on retrouve dans ses romans. Bernanos est un écrivain également compliqué, et un écrivain et un homme compliqué. Il a un caractère très tranché, il a un style profondément pamphlétaire et il n'hésite pas à se mettre en porte-à-faux avec les personnes qui ont été ses amis, et notamment Bernanos affiche telles quelles ses convictions. C'est un homme qui s'affirme comme catholique, comme monarchiste. Il est très proche de l'Action française, il a une grande admiration pour Charles Maurras, il a une grande admiration aussi pour Édouard Drummond, qui sont ses deux maîtres. Il faut bien se rendre compte de l'influence qu'a pu exercer Charles Maurras sur toute une génération de jeunes étudiants dans les années 1900-1930, sur laquelle l'influence de Maurras a été très forte. Bernanos collabore régulièrement à l'Action française, il lit et il écrit dans l'Action française, c'est un disciple de Charles Maurras avec qui il est en pleine accointance de pensée, et malgré tout, Bernanos rompt avec Charles Maurras une première fois dans les années 30 et puis ensuite de manière définitive, et notamment un des éléments qui va provoquer une rupture avec Charles Maurras, c'est la guerre d'Espagne, puisque l'Action française et Maurras prennent parti pour Franco, et Bernanos, lui, au contraire, se désolidarise de cette cause dans les grands cimetières sous la Lune. Ça va lui valoir une grande inimité de la part du mouvement de l'Action française. Et donc là, il y a une rupture entre les deux hommes. Ce qui a aussi causé, ce qui a accentué la rupture, c'est aussi la condamnation de l'Action française par le pape Pie XI. Évidemment, ça a mis les catholiques en porte-à-faux, puisque on ne pouvait pas être catholique et membre de l'Action française jusqu'à ce que celle-ci soit réhabilitée restaurée par Pie XII. L'autre grand maître à penser de Bernanos, c'est Édouard Drummond. Alors Édouard Drummond est un petit peu moins connu aujourd'hui, mais c'est un journaliste pamphlétaire, il est propriétaire d'un journal qui s'appelle La Libre Pensée, et Édouard Drummond est également celui qui a écrit La France juive, qui est un livre profondément antisémite. On est dans cette période de l'affaire Dreyfus ou post-Dreyfusard, puisque l'affaire dure de nombreuses années et les conséquences se poursuivent jusque dans les années 30. Donc Édouard Drummond appartient à ce mouvement antisémite français qui combat violemment Dreyfus. Un antisémitisme qui est présent sur l'ensemble de l'échiquier politique et des confessions religieuses ou non religieuses, parce que l'antisémitisme se trouve également chez les personnes athées à cette époque-là. Mais toujours est-il que Bernanos a une grande admiration pour lui, à tel point que la grande peur des bien-pensants a été à l'origine conçue comme étant une biographie d'Édouard Drummond. Il l'a modifié sous les conseils de son éditeur et de ses amis, donc c'est devenu un pamphlet contre l'esprit bourgeois de l'époque, mais il y a tout un chapitre qui est une apologie d'Édouard Drummond, et qui est un reste en fait du projet initial qui était de faire une biographie d'Édouard Drummond. Alors, Bernanos a un rapport compliqué à l'antisémitisme. Il est antisémite et il n'a pas beaucoup d'amour pour les juifs dans les années 20-30. C'est ce qu'on appelle un antisémitisme social, c'est-à-dire qu'il va associer les juifs à l'argent et à la finance internationale. Et comme Bernanos est quelqu'un d'assez anticapitaliste et qui s'en prend à ce monde de la finance et déstructurant de l'argent, il va donc attaquer les juifs pour cela. Il change après, puisqu'on ne trouve plus dans les restes de ses œuvres de mentions antisémites, et on voit même qu'il a des amis juifs avec qui s'entend très bien, comme Stefan Zweig, et qui prend aussi parti pour la population hébraïque, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il s'en prend violemment au maréchal Pétain et à la Révolution nationale, alors qu'on aurait pu penser que son système de pensée, ses goûts politiques pourraient l'attirer vers le régime de Vichy. Eh bien, pas du tout. Il est au contraire profondément anti-Dreyfusard et il va soutenir le général de Gaulle.
Nous abordons cette semaine la vie de Georges Bernanos, une vie compliquée, vous l'avez vu, compliquée parce que c'est un homme imprévisible. Il est maurassien puis se sépare de Maurras, il est antisémite puis il soutient les Juifs pour la Deuxième Guerre mondiale. On a donc là un homme extrêmement complexe qu'il est difficile de cerner. On ne peut pas le faire entrer dans des cases, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est impossible d'enfermer Georges Bernanos dans une catégorie. Lui-même d'ailleurs a réfuté toutes les catégories, gauche, droite, conservateur, progressiste. Il a toujours dit que ça ne lui correspondait pas. Pour comprendre Bernanos, il faut au contraire se rattacher à son style. Et c'est ce que je voudrais voir en deuxième partie d'émission, en parlant de quelques-uns de ses ouvrages, brièvement, mais au moins en les évoquant. Alors il y a tout d'abord Sous le soleil de Satan, qui a paru en 1926, et qui a un ouvrage qui a fait l'unanimité dans la classe littéraire. André Gide l'a encensé, André Malraux également, et avec Sous le soleil de Satan, il rentre dans la grande porte. Par la grande porte dans le monde des écrivains. Alors ce roman s'inspire beaucoup de la vie du curé d'Ars. Le personnage principal en est un prêtre, l'abbé Denissan, qui est un prêtre qui est assez tourmenté dans sa vie spirituelle. Satan, évidemment, c'est le diable, et qui essaye de le pervertir, mais cet abbé Denissan est capable d'attirer de nombreuses âmes à Dieu, sauf une jeune fille qui s'appelle Mouchette, et qui n'arrive pas à sauver. Sous le soleil de Satan a été adapté au cinéma par Maurice Pialat en 1987 et le film de Maurice Pialat a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est un ouvrage qui a énormément marqué sa génération et encore aujourd'hui il est souvent lu et cité. Alors il y a ensuite en 1931 La Grande Peur des Bien-Pensants qui est donc une biographie d'Édouard Drummond, mais qui a été modifiée, et qui est un ouvrage véritablement pamphlétaire. Ce n'est pas un roman, c'est un pamphlet. Il s'en prend violemment à la Commune, il s'en prend à la Troisième République, il s'en prend aux politiques corrompues, à la bourgeoisie bien pensante, il s'en prend aux puissances de l'argent. Et dans ce livre, il s'attaque également au patriotisme perverti, qui pour lui est une cause de la déviance humaine. Bernanos est un homme qui a fait la Première Guerre mondiale, alors même qu'il avait été réformé, il a demandé à combattre pendant la guerre, il a été blessé à plusieurs reprises, et dans La Grande Peur des Bien-Pensants, il s'en prend à cet esprit de patriotisme perverti qui a conduit à la guerre. Troisième de ses grands romans, Le journal d'un curé de campagne, qui paraît en 1936, alors que Bernanos séjourne aux Baléares. Et ce roman lui vaudra le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et ce journal d'un curé de campagne a été adapté au cinéma, notamment en 1950 par Robert Bresson. Et dans ce journal d'un curé de campagne, il s'inspire beaucoup de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Il y a donc le personnage principal est là aussi un curé, qui est le curé d'Ambricourt. Et cette histoire extrêmement émouvante a fortement marqué là aussi les générations. Et puis il y a un film fameux joué notamment par Gérard Depardieu. Toujours aux Baléares, Bernanos publie cette fois-ci en 1938 Les Grands Cimetières sous la Lune, où là il retrouve le style pamphlétaire qu'il avait connu avec Sous le soleil de Satan, avec le livre consacré à Édouard Drummond, et dans Les Grands Cimetières sous la Lune, là il s'attaque donc au franquisme et notamment à la répression qu'il y a pendant la guerre d'Espagne. Et Les Grands Cimetières sous la Lune a été reconnu comme un des grands ouvrages sur la guerre civile espagnole, avec l'espoir d'André Malraux qui avait beaucoup d'admiration pour Bernanos, et donc on voit que les deux hommes ont pu se retrouver autour d'un livre sur la guerre d'Espagne. Enfin, à la Libération, une fois qu'il est rentré, en France, donc après son séjour au Brésil, il publie Le Dialogue des Carmélites. Alors, Le Dialogue des Carmélites, c'est un livre qui a été rédigé sur une idée du père Brocberger, qui était un prêtre qui a beaucoup fréquenté le milieu littéraire et qui a été en contact avec de nombreux écrivains. Et pour cela, Bernanos s'inspire d'un récit de Gertrude von Lefort, qui est un écrivain catholique allemand, qui a écrit un récit qui s'appelle La dernière à l'échafaud,
qui est inspiré de l'histoire des Carmélites de Compiègne qui ont été guillotinés à Paris le 17 juillet 1794. Et le dialogue des Carmélites est assez proche de la réalité historique, hormis le personnage de Blanche de la Force qui a été rajouté. Et ensuite, le dialogue des Carmélites va être joué au théâtre, il est adapté au théâtre par Jacques Hébertot, il va être adapté au théâtre Hébertot en 1952, et Francis Poulenc adapte cette œuvre pour un opéra qui va être représenté en 1957 à la Scala de Milan. On voit donc qu'avec cet ouvrage, Bernanos a influencé aussi bien le monde du théâtre que le monde de l'opéra. Et le dialogue des Carmélites va donner lieu à plusieurs films, notamment un téléfilm en 1984 de Pierre Cardinal. Il meurt en 1948, il n'a donc pas le temps de publier une de ses dernières œuvres qui est La France contre les robots, qui est un ouvrage qui paraîtra ultérieurement donc à titre posthume. Et dans cet ouvrage, là on retrouve le style pamphlétaire de Georges Bernanos, puisqu'il s'en prend violemment à la France techniciste, à la mainmise des banques, de la finance et du capital sur l'homme, et avec cette idée que le monde moderne étouffe la vie spirituelle, et également que le monde moderne empêche l'homme de développer une vie proche de Dieu. On voit donc comment la foi a profondément irrigué l'ensemble de ses œuvres, et il a cherché aussi à défendre le Christ et à propager la parole de Dieu à travers ses nombreux ouvrages. Alors si on doit résumer Georges Bernanos, on constate que c'est un écrivain d'une grande complexité. Avec une plume acerbe, vive, qui est très forte. C'est un auteur que l'on peut lire véritablement sans s'ennuyer, évidemment. Et c'est aussi un auteur qui a eu une grande influence sur l'ensemble du monde culturel et littéraire du XXe siècle. Alors André Malraux, on l'a dit, est un écrivain qui était beaucoup influencé par Bernanos, mais également André Gide, d'autres écrivains comme Paul Claudel, comme le père Brooke-Berger, et aujourd'hui encore, c'est un écrivain qui est largement lu. Alors il est vrai que le fait que nombreux de ses romans aient été portés au cinéma ou été mis en scène pour la télévision, ça contribue à diffuser son œuvre et à la faire connaître. Le média télévisuel ou cinématographique est un média important pour diffuser l'œuvre de Bernanos, mais ses ouvrages sont encore publiés, ce qui en cela est quand même une prouesse, parce qu'il y a de nombreux écrivains des années 20 ou 30 qui ne sont plus publiés et qui sont oubliés. Et surtout Bernanos a cette capacité à être un auteur qui a des convictions fortes et qui les défend avec une grande vigueur. Et pour autant, il est apprécié par des gens qui ne soutiennent pas forcément ses idées ou ses opinions. Il est catholique et il ne s'en cache pas, et cet ouvrage le montre abondamment, et pour autant il a un lectorat qui n'est pas catholique et qui est fortement touché par ses œuvres. Il est antisémite dans ses premiers romans, et pour autant il est l'ami d'un ensemble de juifs, et il est lu par des personnes qui ne sont pas antisémites et qui sont malgré tout marquées par la langue de Bernanos. Il est monarchiste et il a contribué à édifier ce qu'on a appelé la République des lettres, et il est lu et il influence des auteurs qui ne partagent en rien ses idées politiques. Donc Bernanos a cette faculté d'avoir un style littéraire qui dépasse complètement les clivages, qui dépasse les catégories et qui influence toute une génération intellectuelle. Et ça, c'est extrêmement fort de sa part, et c'est peut-être dû aussi à son authenticité. C'est-à-dire que Bernanos n'a pas hésité à rompre avec les milieux dans lesquels il était issu. Par exemple, son attaque contre les accords de Munich et contre Vichy, a un côté assez surprenant. Ce n'est pas ça de sa part, et pour autant il a des mots d'une grande rudesse contre le maréchal Pétain. Il se rallie au général de Gaulle, et il va être une personne qui écrit énormément d'articles pour les journaux de la France libre et pour défendre la libération de la France, et pour autant Bernanos à la libération refuse d'être un ministre du général de Gaulle, et il refuse également de s'engager dans le parti gaulliste, même s'il a soutenu de Gaulle pendant la guerre.
Ce qui fait que il a ce côté insaisissable, ce côté transpartisan qui le rend capable d'être apprécié par l'ensemble des Français, et en tout cas par ceux qui sont intéressés par un style littéraire prononcé, sans s'enfermer dans des cases ou sans s'enfermer dans des catégories toutes faites. Et puis, il a aussi une capacité à parler de l'homme, à parler des sentiments, à parler de réflexions qui touchent l'homme de manière générale, la question de la grâce, la question du péché, la question du salut de l'homme. Et ça, ce n'est pas marqué dans un temps ou dans une décennie. Ce sont des questions qui dépassent largement le cadre des années 20, 30 ou 40, et qui fait que même en 2014, ou probablement encore dans 20 ans, on puisse lire Bernanos et on puisse s'intéresser à lui. Et j'en veux pour preuve de nombreuses biographies qui ont paru en 2013 suite aux 60 ans de son décès. Alors il y a notamment une biographie d'un journaliste, Philippe Dufay, qui a publié une biographie de Georges Bernanos, et puis il y a l'autre grande biographie du fils de Bernanos, qui est Jean-Loup Bernanos, qu'il a fait paraître en 2003, et qui sont deux ouvrages qui permettent de mieux comprendre l'homme et également de rentrer plus avant dans l'étendue de sa plume et de son style. Merci, à la semaine prochaine.